Bonjour, ici Max, fondateur de Réussite Max, et nous sommes ici dans la 10e étape du Business Tour dans la magnifique ville de Toulouse. Le thème de cette vidéo, c'est d'accueillir la complexité et de simplifier. Voyez-vous, soyons clairs, on est dans un monde où un business, c'est complexe. Si vous voulez particulièrement passer au niveau supérieur et propulser vos résultats au niveau supérieur, vous allez commencer à changer les choses et ça va commencer à complexifier les choses. Vous avez par exemple un marketing, avoir du business et avoir du marketing, sources commerciales, de l'innovation, etc. C'est de plus en plus complexe. Le plus vous allez monter, le plus vous allez grandir, le plus votre réseau commercial ou votre force de vente ou tout simplement votre entreprise grandit, le plus ça va être complexe. Mais comment on peut gérer la complexité alors que la complexité a tendance à paralyser? Donc notez ça attentivement. Ce qui est complexe paralyse l'action. Ce qui est simple facilite l'action. La grande clé, et je vois ça quand je coach des dirigeants, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, ils ont un énorme problème avec la complexité. Parce que ça complique, donc ils commencent à grandir. Au début, c'est simple, ce qui est petit est simple, mais ils commencent à croître, ils commencent à avoir beaucoup d'éléments, beaucoup de personnes, 15, 10, 20, 30 personnes, etc. Plus en plus de clients, etc. C'est de plus en plus complexe. Et là, d'un coup, on commence à être paralysé, on commence à gérer les problèmes et on ne grandit plus. Et ça, c'est le problème de la plupart des entreprises, peut-être que vous reconnaissez. D'un coup, il y a un phénomène où c'est bloqué, vous ne pouvez plus avancer. La grande clé de la réussite, c'est de simplifier encore plus et encore plus et encore plus. Par exemple, des maîtres de la simplification, c'est une entreprise par exemple comme Apple. Ils ont réussi à avoir un téléphone avec un bouton, point, simple. Alors que tout le monde avait 40 000 boutons dessus, il y a un petit bouton principal et on fonctionne avec ça. Plus c'est simple, plus c'est utilisable, plus vous pouvez passer à l'action. Donc posez-vous la question actuellement. Est-ce que vous avez tendance à simplifier les choses ou est-ce que vous avez tendance à complexifier les choses? Si c'est complexe, vous êtes monté d'un cran ou vous avez décidé de monter d'un cran, attendez-vous à que ce soit plus complexe. Mais surtout, préparez-vous à simplifier. Donc posez-vous la question maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez simplifier? Quel est le domaine, que ce soit dans le marketing, dans le domaine commercial chez vous, soit dans votre approche, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez simplifier? Est-ce que vous pouvez vous simplifier votre process de client, vos systèmes? Le plus c'est simple, le plus c'est exécutable, le plus ça va vite. Et le plus, les gens peuvent passer à l'action. Je vois des entreprises qui sont des usines à gaz. Et le problème, c'est que des usines à gaz, dans un monde où les choses changent tellement vite et que pour changer quelque chose, ça prend 6 mois, ça vous coûte des millions d'euros. Et si vous êtes une petite entreprise et vous avez déjà complexé les choses, vous allez avoir du mal. La grande clé de la réussite, c'est de simplifier, simplifier. Posez-vous la question, comment je peux simplifier encore plus? Okay? Dans un instant, vous allez écouter une interview d'une personne qui est une femme entrepreneur absolument inspirante. Elle est vraiment partie de rien, d'un monde de secrétaire, elle a développé des chiffres d'affaires à plusieurs millions d'euros. Elle a une énergie incroyable, une force de cœur incroyable. Je vous invite à l'écouter attentivement et on se retrouve tout de suite. Bonjour, ici Max, fondateur de Réussite Max. Je suis ici à Toulouse, c'est un vrai plaisir d'interviewer ici Maïté Quintana, une femme absolument incroyable qui nous vient en passage actuellement, il nous a fait un vol de Guadeloupe, quelqu'un qui est parti vraiment de zéro, elle va vous raconter son histoire qui est absolument fascinante. Je l'ai vue, j'ai l'impression de la connaître depuis 20 ans. C'est la seule femme, c'est pas la seule, en tout cas la première femme qu'on interviewe dans le Business Tour, ce qui est quand même génial, une histoire absolument inspirante. Et merci à toi, Maïté, bienvenue. Avec grand plaisir. Je sais que tu viens de loin. Et Maïté, toi tu as un groupe maintenant qui pèse plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est absolument incroyable comme histoire. Comment tout ça a démarré? Présente-nous un petit peu. Depuis le début? Non, j'ai 45 ans, ça va le faire. On va essayer de la faire courte, alors, Max. Alors voilà. Tout simplement, moi j'étais une enfant en échec scolaire. Et arrivé au primaire déjà, j'avais des problèmes puisqu'on m'expliquait que je comprenais pas, je savais pas ce que je devais faire à l'école, je comprenais même pas ce qu'on attendait de moi, donc j'étais dans l'incompréhension totale. Et arrivé en 5e difficilement, que les choses soient claires. En 5e En 5e, la première, je la fais. Visiblement, je comprends pas tout. On me dit de refaire la seconde fois, donc je refais une seconde fois. Et là, au bout de la seconde fois, on me dit il faut la refaire 3 fois. Je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire. Et là, mes parents s'opposent totalement à tripler. Et là, l'institutrice, à l'époque, on remet ça dans le contexte. Donc tu as triplé la 5e. On voulait me faire tripler la 5e. Là, mes parents décident de ne pas me faire tripler la 5e, parce que de toute façon, j'allais faire ça avec la 4e, la 3e, et à 22 ans, j'allais encore être en 3e, donc ça allait être compliqué. Donc, ils décident très gentiment de m'aiguiller sur 2 professions qui étaient à l'époque coiffeuse ou secrétaire. Moi, bien entendu, je préférais être coiffeuse parce que bon, c'était joli, etc. Oui, puis bon, j'avais un petit faciès assez gras, donc je trouvais ça sympa. Je pensais qu'en endossant le rôle de la profession, quelque part, ça allait me rendre belle. Mais non, pas du tout. Finalement, pour faire une école de secrétariat,
où là, je me suis retrouvée dans un cursus privé avec des filles qui avaient, moi j'avais 14 ans et elles avaient entre 16 et 25 ans. Alors déjà, mère de famille pour certaines, d'autres en autonomie. Et là, j'ai découvert ce qu'était la vie, confrontée à la vraie réalité de la vie. Donc 14 ans, on en est à la couleur des chaussures et des chaussettes. Là, on passe à fumer des cigarettes et une vie sexuelle avec des vies amoureuses, etc. C'était un peu compliqué. Et très rapidement, ces filles m'ont adoptée. Elles m'ont adoptée, elles m'ont pris sous son aile et en fait, je me suis retrouvée à récupérer les carences parce que j'ai eu un déclic en fait. Je me suis dit, mais voilà, c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est le début d'une vie. Et là, ça commence à prendre forme un petit peu dans ma structure mentale en me disant, voilà, en fait, je vais apprendre un métier, il y a des matières, il y a des machins, voilà, je trouvais un sens à apprendre un métier. Et là, je me suis retrouvée donc à être plus jeune diplômée de France en ayant mon CAP et mon BEP de secrétariat à l'époque à 16 ans. Et là, je me dis, je m'en vais travailler. Fantastique, c'était fabuleux. Et là, je commence mon premier taf, en fait, qui était du secrétariat. Donc, tu as commencé secrétaire? Moi, j'ai commencé secrétaire avec mon diplôme en main, tout l'arrêt sur le côté, le sac à main, et c'était parti. Bonjour monsieur, ça va bien se passer. Et là, je vois qu'on tape, donc, bien entendu, à l'époque, le carbone, la machine à écrire avec les grandes touches, etc. Et toutes les 3 secondes, j'avais un patron qui buvait du café 3 litres ou 4 litres par jour et c'était sans arrêt en train d'aller porter le café. Et ça me saoulait. Et là, je me dis... Façon toulousaine, j'adore. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est justement quelque chose que je veux plus faire. Et là, je commence à trouver un petit job de marketing réseau. Et je commence un petit peu à tomber là-dedans, un peu dans le commerce. Génial. Et là, génial, parce qu'en fait, là, je découvre ma vocation. Ça veut dire que je suis faite pour du commerce, parce que j'aime les gens et j'aime le contact. Et j'ai pas peur d'aller vers les gens. Donc, du coup, je me fais une révélation. Et là, c'est le deuxième déclic, où je me dis, waouh, mais c'est juste fabuleux. Et là, j'apprends en fait les 3 choses très importantes du marketing réseau, c'est être responsable de ce qu'on fait, de son activité, donc être mini chef d'entreprise, faire du commerce, donc j'adorais ça, voilà. Alors c'était inné, parce qu'à l'époque, c'était pas structuré comme aujourd'hui quand on veut démarrer dans la vente. C'était un petit peu, on fait comme on peut et ça va bien se passer. Plan B, ouais. Et le 3e point, je découvre ce que c'est que le relationnel, où quelques années plus tard, je me rends compte qu'en fait, c'est le lobbying. Parce que les grands patrons disent faire du lobbying, en fait c'est du relationnel quand on fait du business. Souvent on dit c'est parce que ce que tu sais c'est qui tu connais aussi. Exactement. Et comment tu vas chercher les gens que tu connais, une fois que tu as fait les gens que tu connais, comment tu vas chercher les autres? Parce qu'en fait l'intérêt c'est ça, comment tu les rallies, comment tu fonctionnes. Et là très rapidement, je m'aperçois que c'est du commerce que je veux faire. Et là je décide de passer dans la vente. Et très rapidement, je me retrouve faire de la vente, de la cuisine intégrée, de l'assurance, du porte-à-porte, un petit peu tout. Alors, plein de métiers. Ah oui. T'as tout testé? J'ai tout testé parce que, par suite logique, je me retrouvais donc 3-4 mois dans les activités, voire 6 mois. Et une fois que je maîtrisais la complexité, je m'ennuyais. Alors moi, pour mes recrutements, je justifiais ça auprès des recruteurs, mais ça, il ne faut pas leur dire parce qu'ils vont se retourner pour certains dans leur tombe. Je leur disais, voilà, j'ai mis en place, j'ai une stratégie, je veux être vendeuse multiniveau, multiproduit dans 10 ans. Et les types me regardaient en me disant, waouh, ouais. On aurait dit que c'était profilé, mais en fait, c'était pas du tout ça. C'est que ça me gavait et je partais sur autre chose. Bon, voilà. Et puis, comme ça, je suis passée à vendre de la Bible, enfin, vendre tout un tas de trucs. Oui. Okay, c'était très marrant. Et là, j'ai appris en fait les modèles économiques qui pouvaient exister sur notre marché, en fait, sur le marché français, mais aussi les différentes stratégies qu'on pouvait avoir en termes de distribution, de vente, les techniques de vente. Et je me suis réellement aiguisée. Voilà. Jusqu'au jour, les années passant, je me suis retrouvée donc dans l'assurance pour le dernier emploi de ce type-là, où je prenais à l'époque plus de 15 000 francs par mois en travaillant à mi-temps. Et j'ai un vieil ami avec qui je m'en vais dîner, bonjour Guy, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je le regarde, je dis « Mais attends, tu rigoles, je prends 15 000, je suis à mi-temps. Attends, j'étais donnée pour être secrétaire, voilà quoi. Ça va, moi, j'ai pas l'impression d'être... Et là, il me regarde et il me dit, oui, mais tu vas faire ça toute ta vie? Et là, il me tue. Électrochoc. Ouais, hyper vexée. Je lui dis, bon, écoute, de toute façon, je vois pas ce que tu voudrais que je fasse de plus. Il me dit, tu dois apprendre les process, tu dois rentrer dans une grande boîte parce que tu as un problème avec la hiérarchie.
Alors, en effet, je me retrouvais toujours, dès que le petit chef arrivait, disait « Bon, c'est demain matin 9h », je dis « Écoutez, moi je suis à la commission, donc je fais ce que je veux avec mes cheveux. » Donc, très clairement, quand tu gères une équipe de 15 à 20 personnes, c'est compliqué de gérer une Maïté Quintana. Donc, c'était soucieux. Et je n'arrivais pas à prendre ce pas où, pour moi, étant à la commission, j'avais pas à justifier de mes horaires du moment où mes chiffres étaient excellents et que derrière, tout le monde vivait plus que gracieusement. Donc du coup, je rentre chez moi, je me dis, waouh, pas sympa quoi le gars. Et je dors dessus, parce qu'en fait, je dors toujours sur tout un tas de choses. Et je me lève le lendemain matin et je me dis, bon, ok, il a peut-être raison, il faudrait peut-être que je fasse une vraie stratégie de carrière. Chose qui, à ce moment-là, ne m'avait pas encore alertée. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais dans les 23-24 ans. Incroyable. Et moi, j'étais en mode survie, donc pas du tout en mode de création, j'étais en mode survie, donc on n'est pas du tout dans la même configuration. Hein. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que tu aimes me faire? Et là, je me rends compte qu'en fait, ce que j'aimais faire, c'était l'informatique. Je m'amusais avec les ordinateurs, j'étais un peu geek, etc. Un peu hackeuse, faut pas le dire non plus. C'est énorme, ouais. Une bad girl. Très bad. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce qui me plaît, c'est l'informatique et le commerce. Et là, je me dis, mais autant rentrer dans une boîte informatique. Et là, à l'époque, en fait, quand on cherchait du travail, on prenait la dépêche et on tournait les pages des offres d'emploi. On n'était pas sur des sites internet ni quoi que ce soit. Et là, je vois une annonce qui dit, Grolier recherche un commercial. Et là, bête et méchante, je faxe. Je fais même pas une lettre de motivation, je faxe juste mon CV. Sans savoir que derrière, ces Grolier, c'était Hachette Multimédia, c'était tout le groupe Lagardère. Ok. Voilà. 2 heures après, un gars me rappelle et il me dit on n'a pas eu toute votre correspondance. Ah bon? Vous avez la moitié du fax. C'est ce que t'as dit? Et le gars me dit parce que vous aviez envoyé que le CV. Tout à fait. Vous avez envoyé que le CV. Si ça vous intéresse, je vous renvoie tout le dossier. Le gars tombe des nues, donc je plaisante un petit peu au téléphone avec lui. J'ai fait les choses différemment. Et le gars me dit, écoutez, on descend sur Toulouse pour le recrutement toulousain, donc on vous voit la semaine prochaine. Là, je fais un premier entretien, la RH, le DIRCO à l'époque, etc. Et je me retrouve à monter sur Paris, voir Fabrice Sergent, à l'époque, qui est le DG de Club Internet, puisque je rentrais dans la filiale de Club Internet. Donc moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un FAI. Hein. On remet les choses à sa place. C'est toujours parce que c'est, mais bon, c'est pas. FAI, on ne va pas citer de marque, mais c'est le fournisseur d'accès Internet, proprement dit. Donc voilà, donc j'arrive là-dedans, avec une boîte de plus de 600 personnes, où on m'explique que c'est une start-up. Donc déjà, je découvre le mot start-up. Il y a le mot star, mais le up, je ne comprends pas très bien ce qu'il va faire. Donc moi, avec un niveau, je dirais, professionnel assez bas, que les choses soient claires. Et là, il m'explique, et là, on m'a fait visiter les bureaux, etc. Et là, on me dit, OK, on vous prend. Bon, petit truc marrant, c'est qu'ils arrivent, ils me disent, bon, écoutez, vous avez quand même l'âge d'avoir des enfants, vous allez faire des enfants, on n'est pas trop axé sur un profil femme. Et là, je voyais que la question revenait à tous les entretiens, puis là, je leur dis, écoutez, on va être très clair, je suis stérile. C'est ce que t'as dit. Oui, à grande question, grand moyen. Hein. Et là, tout le monde se dit, excusez-nous, non, c'est pas grave, bon, voilà, il fallait que ce soit dit, ça va mieux en le disant, tout le monde est rassuré, c'est parfait, on y va. Et donc là, je leur explique que je suis stérile. Donc, très bien, ils me recrutent. J'adore l'histoire. C'est juste extraordinaire. Okay. Non, c'est pas extraordinaire. Tu as écrit un livre déjà ou... Je suis en train. Je vais le lire, c'est clair. Et donc là, je me retrouve à rentrer comme SEM commercial. Et là, ils comprennent pas. Parce que j'avais eu des postes quand même où j'avais été DIRCO dans des boîtes de fabrication de piscines, etc. Et ils me disent, mais je comprends pas. Et là, je leur explique que ma motivation est de rentrer dans l'informatique. Que le poste et la rémunération n'est pas un souci, je veux rentrer en informatique. Et là, je démarre comme commercial et au bout de 6 mois, je fais plus de 300% d'augmentation du secteur. Donc là, rapidement, ils me disent au bout de 4 mois, OK, tu montes une équipe, tu passes chef des ventes. Et là, en l'espace de 2 ans et demi, je me retrouve à la tête de tout le pôle distribution. Wow. C'est-à-dire tous les commerciaux, les 1200 boutiques que l'on a monté en termes de réseau, la grande distrib sur les bundles et sur la distribution des kits, à l'époque c'était les CD. Et derrière, je me retrouve avec nommé 6 mois avant mon départ à la direction commerciale de Club Internet. Là, j'ai beaucoup appris. Mais ce que j'ai appris, c'est surtout ce que j'ai croisé. Ce sont des gens qui m'ont fait confiance. Moi, j'arrivais, je leur disais, vous êtes des grands fadas. Vous êtes en train de me dire que je fais comme je veux. Non, mais Maïté, t'as du bon sens.
Fais comme tu penses, tu as toutes les équipes. Donc j'avais tout mon staff, j'avais un plateau de pratiquement 25 personnes. Du bon sens, pas loin un petit peu ça, non? Ça, c'est une de tes réussites, hein. Ouais, ça veut dire que j'ai croisé des gens qui à un moment donné m'ont dit mais on te fait confiance. Tu as du bon sens, donc qu'est-ce que tu proposes dans ces cas-là? Tu dis que souvent des chefs d'entreprise peuvent être un peu dans des schémas, ils oublient d'utiliser simplement le bon sens, quoi. Ah non, c'est que les gens utilisent ce qu'ils ont appris à l'école, ils sont formatés, ils n'ont pas dégagé leur modio, et du coup, ils se retrouvent enfermés dans des cadres hyper réduits qui se réduisent de jour en jour. Voilà, des schémas de fonctionnement très bien, qui sont ancrés, qui sont là, qui fonctionnent, mais le jour où il y a un paramètre qui n'est plus dans la bonne case, le schéma ne fonctionne plus. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait que ces gens-là arrivaient et me disaient « Non, mais toi, tu préconises quoi ?» Donc j'avais Apple des États-Unis qui venait nous voir en me disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, je me chiais dessus, quoi. Très clair, hein. Le mot est grossier, mais moi, je me chiais dessus. Je me disais, mais c'est juste des grands malades, ces gens-là. Ils ont pas bien lu mon CV, ça se passe pas bien. Et jusqu'au jour, je vais voir ma directrice générale adjointe à l'époque. Je lui dis, écoute, du coup, moi, je veux bien, mais je crois que vous êtes irresponsable. D'accord, c'est ce que tu as dit. Oui. Je dis, vous me confiez des responsabilités que je n'ai jamais assumées. Je n'ai pas la compétence. Vous me confiez des millions de francs à gérer, puisque c'était avant l'euro. Vous me donnez des équipes, mais je pense juste que vous êtes irrationnel. Vous avez perdu, il y a un problème. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais aie confiance en toi. Non, mais je peux avoir confiance en moi. À un moment donné, juste ça. Et là, elle me regarde, elle me dit, on sait que tu as du bon sens, et c'est le bon sens qui nous manque ici. Wow. Et là, je referme le bureau, pas avec un problème solutionné, parce que j'étais toujours avec mon fatras et tous mes devoirs à faire, mais je me disais, bon, ben écoute, puisqu'ils sont informés, les règles du jeu sont posées, je vais faire comme je veux. Et très rapidement, en fait, on fait une acquisition. Je prends la direction de toute l'acquisition de Club Internet, où là, en fait, pratiquement, tous les nouveaux abonnés arrivaient par mes canaux. Avec tout un tas de bundles, des machins, des PC qui étaient mensualisés. Enfin, on trouvait tout un tas d'idées, etc. Et là, j'ai appris les process, j'ai appris ce qu'était un RH, j'ai appris ce qu'était un gestionnaire de budget, j'ai appris tout ce qu'on peut trouver dans une grosse structure, les budgets, les codes, tout ce qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, comme je m'intéressais de tout, puisque moi j'étais une vraie éponge, je me disais, mais ça sert à quoi, etc. Ah ça, quand on le met dans l'analytique, ça nous ressort, etc. Et là, j'ai assemblé... La première partie de ma vie de travail, ce que j'avais appris, ça a pris tout son sens en l'espace de 6 mois. Voilà. Donc là, je me dis super, j'hérite d'un directeur de marketing qui était ce qu'il était, avec qui je n'avais pas de très bonnes relations. Donc je décide de quitter Club Internet à l'époque pour partir donc, dans Booster, à l'époque qui était déjà en difficulté financière, que je rejoins. Et finalement, on décide de mettre cette société-là en protection judiciaire et je la rachète en 2000 devant les tribunaux de Nanterre que je délocalise sur Toulouse. À Blagnac, exactement. Donc là, je me dis, OK, tu vas perdre 30% des clients, parce que tu n'es plus sur Paris, etc. Et on sait combien les Parisiens aiment avoir à proximité leurs prestataires. Et là, ça devient une jolie histoire, parce que j'ai un Microsoft qui me dit, mais écoute Maïté, si c'est toi qui reprends la boîte, on te suit. Et parlons un petit peu de Booster Game. Donc, qu'est-ce que ça fait, Booster Game? Alors, Booster Game, en fait, c'est une agence qui est du trade marketing ou marketing opérationnel. Ça dépend de l'usage qu'on va en donner. Grosso modo, quand vous avez un dispositif, par exemple, Microsoft fait, je ne sais pas, le lancement de la Xbox, puisqu'on a eu déjà fait ce type de lancement, ils nous disent, on veut 600 vendeurs qui vont aller de telle date à telle date. Démarrage dans 1 mois et demi. On veut que 600 personnes soient en place pour faire la démonstration du jeu BIP. Voilà. Et là, on va prendre, j'ai un back-office qui forme ces gens-là, avec tout un tas d'outils d'e-learning, etc. Et avec un système de base de données, avec un logiciel interne. Génial. Voilà, qui va prendre, qui va booker, qui va éditer les contrats de travail, les DU, etc. Et qui va envoyer ces gens-là, après avoir fait passer des quiz, un test de compétences, etc., vont aller en magasin faire la démonstration de ces produits-là pour simuler les ventes. Et c'était dès le départ comme ça ou ça a évolué? C'était pas totalement dès le départ comme ça. Ça a été, j'ai plus affiné en 14 ans mon expertise de la grande distribution et de la vente. Donc on est parti, on a fait de la grande distrib, du B2C, on a fait du B2B, on a fait tout un tas de techniques de vente, mais c'était surtout les pôles principaux, l'animation commerciale, donc un magasin, l'externalisation de commerciaux, notamment pour Microsoft, on a des commerciaux qui sont externalisés, qui vont voir les magasins pour leur faire la promotion ou pour faire des négociations de tête de gondole, des choses comme ça. Je sais que tu travailles avec des groupes importants quand même. On ne travaille qu'avec du gros compte clé. Je ne sais plus travailler avec les petits. Voilà. Ils prennent le même temps que les gros et malheureusement, c'est compliqué à gérer. Voilà.
Parce qu'il y a des règles quand même à respecter quand on fait l'externalisation, et quand c'est pas respecté, ça peut être litigieux. Voilà. Socialement, c'est un peu compliqué. Donc, les gros groupes savent manier ça, ils ont un service juridique, etc. Donc, c'est plus simple. Nous, notre plus gros client, en fait, ça a été Orange pendant des années, puisqu'on avait près de 6 millions d'euros juste chez ce client-là, où on envoyait 650, rien qu'à eux tout seuls, 650 vendeurs en magasin tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Incroyable. Tous les jours. Voilà. Donc il y avait des agences France Télécom, il y avait des Carrefour, il y avait des Leclerc, il y avait un petit peu tout. On faisait quelquefois des remplacements, mais c'était le plus gros business, c'était là. Ce sont des salariés ou ils sont payés à l'opération? Non, c'est des salariés. Alors ils ont des contrats spécifiques liés à la profession, bien entendu, mais après ce sont des salariés à part entière avec des effectifs qui rentrent, qui sortent, des congés payés et tout ce qu'on peut retrouver autour du social. Mais alors comment t'es passé d'une entreprise en gros où il n'y avait pas grand-chose à retrouver? T'as combien de personnes qui travaillent pour toi en termes d'opération, en termes de... Actuellement, on doit être à peu près à 180 bulletins de salaire, puisqu'on est au mois de mai. On est en saison creuse, puisque là, on redémarre juillet-août, les tournées en bord de plage, etc., plus tout ce qui est la nourriture fraîche, les glaces, etc. Mais après, sur le mois de décembre, ça aussi, en fait. Sur le mois de décembre, on peut aller jusqu'à 3600 bulletins de salaire, rien que sur le mois de décembre. Incroyable. Oui. Wow. Incroyable. Et tu, en plus, tu as choisi de déménager en Guadeloupe, c'est ça? C'est ça. Donc tu as une boîte qui avec 3600, ça peut aller jusqu'à 3600 personnes et tu arrives à être en Guadeloupe. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent si je passe, je prends 2-3 personnes, je risque de plus jamais avoir le temps pour ma famille. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors moi, ça a été une circonstance. J'ai eu des gros problèmes de santé en 2008. J'ai fait un micro-AVC. Voilà. J'ai eu des problèmes cardiaques il y a quelques années encore. Voilà. Donc les choses font que j'ai été obligée de faire... D'être un peu... oui. Ouais. De canaliser mon énergie différemment. Voilà. Tu as choisi aussi la qualité de vie maintenant? J'ai choisi la qualité de vie, j'ai choisi... oui, parce que j'ai beaucoup négligé ma famille pendant la première partie de vie de mes enfants. Donc j'essaie de devenir une bonne mère, c'est pas toujours évident, mais j'essaie. Mais ça implique aussi malheureusement, quand on réussit financièrement aussi vite, parce que c'est rapide. Moi, j'ai racheté en 2000. En 2004, je prenais mon premier million de dividendes. Et incroyable. En 2008, je faisais un LBO. J'ai pris un cash-out de quelques millions d'euros qui ont permis de capitaliser 40% de la société, que j'ai récupéré depuis où j'ai... Belle success story, ça. Ouais. Belle, je sais pas. Marrante, oui. Marrante. Oui. Justement, parlons un petit peu de ça. Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, la réussite pour toi? Qu'est-ce qui a fait que toi, d'un coup, tu vas voir Microsoft qui dit écoute, Maïté, si c'est toi qui reprends Booster Game, on te suit. Qu'est-ce qui fait que tu as pu d'un coup partir de secrétaire à arriver directrice, gérer tout le truc de club internet et maintenant avoir des chiffres d'affaires à 1 million d'euros et avoir une telle réussite? Qu'est-ce qui fait ta force? D'une manière... La force, elle est très simple pour moi et elle est assez basique, hein, je l'explique, j'ai rien à perdre. T'as rien à perdre? On vit qu'une fois, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, de toute façon, ça ne sortira pas vivant. À partir de là, une fois qu'on vit avec ça, avec un petit post-it sur le côté, toutes les journées qui passent, elles doivent être pleines. J'ai besoin de mon soie élastique tous les jours. J'ai besoin de faire un truc marrant tous les jours. Ton soie élastique tous les jours, j'aime ça. Ouais. J'ai besoin de monter d'adrénaline tous les jours pour me faire plaisir, pour m'amuser. Alors ça peut être du business, mais ça peut être aussi manger avec des amis et passer une super soirée. Ça peut être m'amuser avec mes enfants. Voilà, j'ai besoin à un moment donné de me dire dans la journée, je vais faire un truc qui va vraiment, vraiment me faire plaisir. Et ça se voit dans tes yeux. Vraiment, la première chose que je peux dire quand j'ai vu Maïté, c'était juste ses yeux qui pétillent. Et c'est rare. C'est voir quelqu'un qui a ce sourire, ses yeux qui pétillent, c'est juste incroyable. Oui, parce que je pense qu'on a le choix de vivre la vie que l'on veut, surtout nous, les femmes en France. Ça, c'est la première chose. On a le choix de choisir si on veut profiter ou pas. Moi, j'ai décidé de profiter et de croquer la vie. Donc, quand on n'a rien à perdre, on n'a pas toutes ces peurs que l'on se met dans le cerveau en se disant « mais si je fais ça, si je vais le voir, si je lui envoie un mail ». Enfin bon, parce que là, après, on tombe dans l'excès. Mais je croise beaucoup de gens dans mes activités où on me dit « ah oui, mais tu crois que je peux faire ça ?» Mais bien sûr que je crois que tu peux faire ça, mais tu vas le faire. Ça va bien se passer, tu vas voir. Tu vas te rendre compte que... Et c'est ça qu'il faut dédramatiser et c'est ça qu'il faut juste ramener à quelque chose de basique. Quand on n'a rien à perdre, on n'a pas peur. Et quand on n'a pas peur, on fait des choses fantastiques. Et après, il y a quelque chose que je fais beaucoup, c'est rêver. Je rêve éveillée. Quand j'avais rien et quand j'étais dans des situations où je mangeais des pâtes midi et soir, où j'avais des difficultés financières, je m'amusais à rêver parce que, en attendant, ça me remontait le moral.
Déjà, c'est la première chose, c'est super sympa. J'avais pas l'électricité pour me payer la télé, donc c'était réglé. Hein, donc... Ça peut servir de pas avoir la télé, n'est-ce pas? C'est ça, ça peut servir, ouais. Ça peut servir. Et c'est le côté un peu où on se met dans une configuration où on rêve, on met en place ses projets. Et moi, je suis très axée là-dessus. Ça veut dire qu'il faut vraiment se faire les films. On est les héros de notre vie. Et ça, c'est ce qu'on oublie. En fait, c'est ce qu'on nous fait éteindre quand on grandit. Et c'est ça qui est un peu dommage. On parlait tout à l'heure du mojo. Le mojo, pour moi, toutes les personnes qui naissent sur cette terre ont du talent. Déjà, ils sont exceptionnels parce que quand on sait la quantité de spermatozoïdes qui partent et nous sommes les winners, moi, juste ça... Absolument. La cap parmi des milliards, n'est-ce pas? Ah non, mais voilà, moi je dis déjà, on a quand même surmonté quand même pas mal de... ça va bien se passer. Donc s'arrêter là, ça serait juste dommage. C'est clair. Voilà. Le mojo, on est tous avec ça, avec un talent. Il faut le trouver. Quand on est petit, on l'a, ce talent. Là vient en fait la première éducation parentale qui vient nous fermer quelques fenêtres de cette petite maison. On va imaginer qu'on a une maison dans une prairie. La petite maison de la prairie, terre. Allez, toi tu fais Charles et moi je fais Marie Ingalls, d'accord? Ok, j'ai jamais vu la télé, cette série, mais tu dis ce qu'il faut que je fasse. C'est pas vrai, non mais c'est culte. Attends, je rigole, non, vous connaissez bien la famille, vous connaissez. Connais, mais voilà. Regarder. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que quand on est enfant, on a une première couche qui est l'éducation parentale. On ferme quelques portes. Vient l'éducation scolaire. Alors là, pour peu qu'on ne soit pas dans les 8 intelligences à laquelle on doit convenir, et ben en fait on parle qu'à 2, donc on est dans le système français, donc on est totalement aseptisé et étiqueté. Et le reste c'est critiqué de toute façon. Voilà, donc là vous êtes déjà, on vous dit vous êtes un échec, vous êtes fermé. Et le mot échec, moi, me gêne, parce qu'en tant qu'aujourd'hui dirigeante, ce sont pas des échecs, c'est un mauvais mot qui est mal employé sur le Wikipédia, ce sont des leçons de vie. La réussite, c'est tomber 7 fois et se lever 8 fois. Et ça, tant qu'on n'a pas intégré juste que personne ne va nous juger, on n'est pas sorti le cul des ronces, comme on dit chez nous. Donc pour en revenir au mojo, on a l'éducation parentale, l'éducation scolaire, pour peu qu'on ait une éducation religieuse. Ensuite, on rentre dans la vie active, et là on se retrouve dans une maison enfermée. On est toujours dans notre maison, mais on est dans le noir. Et c'est ça qui est dommage. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une éducation dite standard. Voilà. Pas spécialement d'éducation religieuse, juste avec les bases. Pas longtemps à l'éducation nationale. Donc ça, c'était très bien. Et quand j'ai commencé à travailler, je ne suis pas rentrée dans un gros groupe qui m'a juste dit c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'il faut faire. En gros, c'était... Tu te démerdes. Tu te démerdes. Voilà, tu vois la bout de ficelle, bah, écoute, essaye d'en faire 2, ça va bien se passer. Ok, vous avez un ciseau? Non, juste avec les dents. Eh bien, on va y arriver. Voilà, et c'est comme ça que je pense qu'on arrive à faire quelque chose. J'ai un exemple pour jour qui est criant de vérité. Si on prend un enfant autiste, il est coupé du monde. Mais les autistes, ils savent tous où super bien dessiner, ou super bien mémoriser. C'est même exponentiel, parce qu'ils ont ce don qui n'a pas été en fait aseptisé ni neutralisé. C'est ça. Voilà. Pour pouvoir récupérer ce mojo, il faut rêver. Il faut se remettre à rêver. Il faut repartir et se dire, voilà, c'est ma life, qu'est-ce que j'imagine le mieux pour moi et le plus fou? Et une fois qu'on a fait ça, ou même des projets, une fois qu'on a fait ça 2 fois, 3 fois, 20 fois, 30 fois, là on se rend compte parce que comme on a le script, hein, on déroule son film, on s'aperçoit qu'il y a une petite fleur. Ah ben cette petite fleur, ça peut être un problème, finalement, je ne l'avais pas vu les autres fois. Et là on va cueillir cette petite fleur et puis on va en faire autre chose. On va en créer une difficulté ou une contrainte. Et ce qui arrive en général à gérer sans arrêt des problématiques ou des problèmes, c'est ce que je dis toujours, c'est que ne pas prendre de décision, c'est subir les décisions des autres. Ne pas prendre une décision, c'est subir les décisions des autres. Exactement. Et donc, on subit la vie des autres. Et ça, c'est le pire dans la vie, subir jour après jour, à coups de petites massues, en se disant, j'ai mes emmerdes, normal, mais que j'ai pas anticipé. Donc, c'est vraiment des vraies emmerdes, c'est même plus une contrainte ni une difficulté, donc j'ai pas pu la transformer. Et en plus de ça, je subis des conséquences de l'extérieur. Donc, quelque part, on est sans arrêt écrasé. Et ça, c'est ce qu'il faut pas. Il faut vraiment se libérer de ça. Et ça, on arrive dans ces configurations-là parce qu'on a des peurs, on a des doutes. Des doutes, on en a. Moi, je suis là pour démocratiser le riche. Démocratiser le riche. Démocratiser le riche, oui. Le riche est anxieux, le riche est stressé, le riche a aussi, même quand il réussit dans ses affaires, passe des sales nuits, il a des problèmes, il est comme tout le monde. Et il faut arrêter de penser que ces gens-là ont juste une vie supérieure à qui que ce soit. On a juste tous la même vie. Donc j'ai plusieurs, donc je confirme absolument. Exactement. Exactement. Et tant qu'on n'a pas intégré ça, on a l'impression qu'il y a 2 mondes. Mais en fait, on est tous sur le même monde. Sauf que certains arrivent à capter des clés avant les autres, ou certains prennent des trousseaux de clés.
C'est ça. Voilà. Alors celui qui a le trousseau, et puis en plus, il a le bip-bip et la lumière, waouh. Alors lui, il rentre dans la voiture, c'est parti. Il y a le plein d'essence, la cucaracha, c'est parti. Mais il y en a d'autres. Et c'est là où ceux qui partent les premiers doivent pouvoir distiller et partager. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Prendre le temps pour expliquer. Je ne dis pas que les outils que j'ai conviennent à tout le monde. Mais moi, j'ai pris des outils que j'ai transformés, réadaptés. L'intérêt, c'est quoi? Un maçon, on sait qu'il a des briques, il a une brouette de béton et il monte un mur. Par contre, si on va dans le détail, on s'aperçoit qu'il aura une truelle qui est toujours plus fine, plus légère, plus lourde, plus courte, plus longue. Voilà, il a son outil. Et c'est ce qu'on doit faire quand on fait ce type de démarche. C'est dire, ça ne va pas marcher pour vous obligatoirement, mais vous pouvez réadapter cet outil pour vous. Alors Maïté, j'ai deux autres questions, deux dernières questions. La première, c'est quelle est la qualité principale, d'après toi, pour un chef d'entreprise ou un entrepreneur? Quelle est la qualité qu'il doit développer absolument dans un monde pareil pour réussir? Alors, je dirais qu'il y a 20 ans, c'était des qualités. Aujourd'hui, c'est la rigueur. La rigueur est quelque chose... La rigueur, parce qu'aujourd'hui, quand on dit à un client, je te donne ça sous 48 heures, les 3/4 du temps, il a ça une semaine après. Là, on est rose de 50% le taux de confiance d'un client. Donc, tenir ses promesses. On ne sait pas faire, on donne une deadline plus longue, mais on fait ce qu'on dit. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai eu signé des bons de commande moraux d'1 million d'euros. 1 million d'euros, où les clients m'appelaient, ils me disaient « j'ai besoin que tu lances l'OP de suite ». C'était 1 million d'euros. Et là, je vais te dire, quand tu fais 1 million d'euros, c'est chaud. Hein. T'es rassuré, c'est ça? T'es pas tranquille quand même, parce que s'il te dit demain matin il se fait virer pour X raison, t'as juste dans le news 1 million d'euros. Hein, parce que ça arrive ça aussi. Des gens qui prennent des décisions, puis finalement rien n'est signé, rien que... Je les ai prises. J'ai pris la décision et j'ai pris la responsabilité d'endosser ce type de décision. Mais quand je leur disais je ne pourrais te produire ton contrat que dans 4 semaines et pas dans 3, ils savaient que dans 4 semaines, c'était fait. Donc, il y avait une espèce d'échange de confiance au fil du temps qui s'est instauré, une relation qui n'avait pas de prix, ça c'est pour commencer. Et quand je vois aujourd'hui les gens fonctionner, c'est ce qui manque. Cet honneur un petit peu dans le business, dans les affaires, cette rigueur où on dit, bon voilà, on fait ce que je dis et je peux pas le faire, mais on informe, on fait ce qu'il faut. Tenir ses promesses, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je crois que c'est la première chose. Parce qu'en faisant ça, on cimente la confiance que nous donne le client, ça c'est la première chose. Le paiement vient derrière, donc on s'allège quand même de beaucoup de problématiques, il ne faut pas rêver non plus, parce que derrière, quand il y a des problématiques, ben ça génère, l'addition finit par arriver, et là, c'est là où commencent les discussions. Alors que derrière, si tout est vendu auparavant, tout est bien ficelé, ben, il n'y a pas de problème de paiement. Et puis cette rigueur, on l'a aussi avec nos équipes. Ça veut dire qu'on demande à notre staff le même niveau des rigueurs je vais y arriver. On se fait à soi-même. Exactement. Et ça, c'est important parce qu'ils voient que vous leur infligez une souffrance, entre guillemets, cette rigueur qu'ils n'ont pas l'habitude de donner, et ils savent que vous infligez la même. Donc, quelque part, ça devient une espèce de communauté, ça crée des liens. Et cette rigueur, que ce soit vers les équipes, vers un client, voilà, c'est fondamental. Je pense que c'est une des clés du succès. Ça me paraît inévitable. Fabuleux. Dernière question, tu te vois où dans les prochaines années? Quand je serai grande? C'est ça, quand tu seras grande. Alors. Voilà. Maïté m'a posé cette question-là quand je l'avais appelée, quand j'étais grande, je fais... Voilà. Donc, quand tu seras grande, voilà, c'est ça. Belle perspective de vie. Quand je serai grande, je serai vraiment dans le partage. J'aurai affiné mon moyen de communication. J'espère pas trop changer dans ma personnalité et dans la façon que j'aurai... Ne change pas, Maïté, je confirme. Je vais essayer. C'est compliqué aussi. C'est compliqué parce que tu prends des coachs et des machins de prise de parole, et puis on te dit il faut faire ci, il faut faire mi, et puis finalement tu vas contre nature, donc tu reviens à ton basique. Enfin bon, pour ceux qui comprennent, ils savent ce que c'est pas simple. Et dans quelques années, j'ai des projets là qui viennent à court terme, j'ai des projets à long terme. Moi, ça sera de toute façon, je pense qu'en maison de retraite, je ferai une OPA, je rachèterai la maison de retraite et je ferai des teufs dedans, quoi. Ouais. À ce point? Oui, à ce point, ouais. En tout cas, je vois que ton présent est juste déjà un vrai bonheur, je le vois ça. Oui. Parce que tu le crées, ce bonheur-là. Oui. Et je vois que ton futur va être absolument merveilleux. Tu as inspiré beaucoup de gens aujourd'hui. Un grand merci, Maïté, pour ton temps. Juste fabuleux. Merci encore. Merci, Max. C'était un plaisir. Merci. Avez-vous aimé l'interview? Moi, j'ai adoré interview Maïté. N'est-ce pas inspirant? Comme quoi, quand vous croyez en votre rêve, et ça n'est pas important d'où vous venez, c'est possible pour vous. Rappelez-vous, la réussite n'arrive pas par hasard. Si vous appliquez les principes constamment, vous allez aussi réussir.
C'est pas facile, le chemin n'est pas facile, mais si vous appliquez constamment les choses, ça va fonctionner pour vous. C'était un plaisir en tout cas de l'interviewer. Donc rappelez-vous les choses. Qu'est-ce que vous pouvez simplifier? Vous devez simplifier les choses pour accélérer la croissance. Et rappelez-vous toujours, croyez en vos rêves, croyez en votre rêve d'entrepreneur, parce que c'est possible pour vous d'y arriver. Prochaine étape, ça se passe à Bordeaux, la 11e étape du Business Tour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans la magnifique ville de Bordeaux. Je vous dis donc, prochaine étape, à très vite.